Bonjour à toutes et à tous. Naturellement, je tiens à remercier en préambule l'Institut Schiller de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Après Bodin, après Leibniz, c'est également par l'entrée philosophique que j'ai choisi d'introduire ma réflexion. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel adresse ainsi une singulière admonition, une troublante mise en garde, heurtant a priori le sens commun, nous invitant à la méfiance, à la prudence, à l'égard de ce qui nous est précisément le plus familier. Bien souvent, ce que l'on croit connaître sous l'effet de l'habitude est ce que l'on connaît le moins. Ainsi, cette seconde table ronde, en articulant les notions d'intuition créatrice, de sagesse, d'éducation comparée, donnait-elle à concevoir ces dispositions mécaniques et à cartographier d'autres possibles de la pensée, certes empreints de systèmes référentiels qui nous sont proches, disons coutumiers, mais en leur appariant, en leur opposant également ces extériorités géographiques et historiques, c'est-à-dire riches, de l'expérience chinoise, riche de ces hétérotopies, c'est-à-dire ces autres utopies, pour reprendre une idée chère à François Julien. Il est vrai que la Chine parachève aujourd'hui sa période de rattrapage et ose le dépassement, l'excellence, dans les domaines des télécommunications, des infrastructures de transport, mais aussi de l'édition, des publications académiques et à présent de l'éducation secondaire comme universitaire. Une précédence chinoise semble avoir cheminé depuis les années de réforme et d'ouverture et avoir opéré une silencieuse transformation dont nous constatons chaque année les fruits. Récemment, à la faveur des données d'une enquête PISA publiée à l'orée de décembre 2019, ici dans des projets d'infrastructure et d'énergie en Afrique subsaharienne, aéroport des Chutes Victoria, projet de télécommunications en discussion avec Abidjan, plus proche de nous encore et dans un champ qui touche tout particulièrement à la problématique de cette intervention, l'inauguration de 3 nouveaux instituts Confucius en France au cours de la seule rentrée 2019, dans les préfectures de Pau, de Rouen et la sous-préfecture de Reims. La France s'y affirmant au demeurant comme un partenaire tout à fait remarquable sur le plan culturel. D'un seul point de vue quantitatif et comparatif, nous sommes second, placés juste derrière les États-Unis, ou encore dans les investissements chinois au sein du golfe Saronique avec l'exemple bien documenté du Pirée. Bien plus qu'un inventaire à la Prévert, cette courte recension dévoile l'idée d'une Chine qui planifie, modélise, projette et se projette, et dont les résultats académiques publiés récemment ne sont qu'un symptôme, sinon un des facteurs d'explication de plus. Cette projection, plus encline à la proposition, repose sur un arsenal de principes et d'axiomes philosophiques dont le monde chinois n'a eu de cesse de se départir pour les mieux remobiliser et dont nous nous ingénierons à révéler certains des enjeux les plus prégnants au cours de cette intervention. Considérant que des choix doivent être opérés, il a semblé opportun de ne pas développer de manière exhaustive toute la structuration de l'enseignement secondaire, ni dégrainer les réformes de l'éducation qui seront évoquées sporadiquement pour éclairer des points précis de la démonstration. Pas plus, nous ne développerons les questions propres au RUCO, pourtant si essentielles, c'est-à-dire de ce permis de résidence instauré en 1958 et ouvrant à toute une série de droits, notamment à des droits par rapport aux services de l'éducation, dans les espaces urbains, avec une césure entre les espaces urbains et les espaces ruraux, donc avec un RUCO rural et urbain. Nous n'en dirons au final que peu de choses, en dépit même de l'élargissement récent de ce système de permis de résidence, ouvrant donc à une nouvelle catégorie de personnes les services de l'éducation dans les espaces urbains. Il s'agira essentiellement de donner sens à la réussite chinoise, de la lire au prisme de son passé, d'en sonder le substrat culturel et de donner enfin à penser ses apports et propositions susceptibles d'irriguer le système éducatif français, en invitant à décentrer notre regard, à refonder les catégories qui sont habituellement les nôtres pour décoder la Chine. C'est bien de notre réalité et de nos représentations les plus immédiates que nous entendons parler. Pour prolonger ces quelques assertions introductives, empruntons un instant le chemin de traverse de l'étymologie. Première boussole, certainement imparfaite, insatisfaisante, mais qui donnera à la réflexion ses premières bornes. En langue chinoise standard,
L'éducation renvoie, et c'est une synchronie, une correspondance heureuse, à une idée relativement voisine du latin educere. Tiaoyu, c'est littéralement enseigner, inculquer, donner naissance, engendrer, cultiver. L'idée d'éclosion, de son équivalent latin, qu'on trouve notamment chez Catulle, n'étant jamais très loin. Les choses se compliquent en revanche lorsque l'on s'attache à sonder l'épaisseur sémantique d'autres concepts. Le terme de religion, zongtiao, littéralement l'enseignement à nouveau. Oui, mais cette fois de la lignée des ancêtres, du clan, qui nous place à bonne distance du lien de la concaténation corrélée par cette même catégorie occidentale, religérée. Les mots de culture et de philosophie, incidemment convoqués dans l'appréhension d'une sagesse créatrice, sont tout aussi complexes dans leur approche en hongrois, en ce qu'ils constituent deux nouveaux obstacles pour penser l'espace chinois dans sa spécificité. Le mot même de culture, au sens où nous l'entendons, a connu en Chine une fortune tout à fait singulière et, je crois, représentative de ce qui se joue au final dans la réussite de sa transformation. Le sème de transformation, le sens de transformation apparaissant par ailleurs dans la constitution de ce mot. Le mot de culture traduit au moins partiellement ce 19e siècle où s'exprimèrent dans une relative licence un certain nombre de prédations belliqueuses de la part des nations occidentales. Pris précocement dans une dynamique et une velléité de rattrapage, le Japon de l'ère Meiji traduit, adapte quantité de concepts hérités de cette modernité européenne, s'il faut la nommer ainsi que de tous les champs disciplinaires qui lui semblent représenter cette avance technologique. C'est donc par l'intermédiaire du Japon et des circulations estudiantines de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle que l'on voit se diffuser en Chine le substantif dissyllabique de culture ou un roi, qui remobilise deux catégories déjà essentielles, déterminantes, fondamentales, définitives pour l'histoire chinoise. Wen, c'est-à-dire la culture dans sa forme écrite, avec tout ce que cela connote de transmission, de patrimonialisation potentielle, de culture lettrée, de constitution d'une élite en charge de sa conservation et de son exégèse, jusqu'à l'abandon des concours mandarinaux en 1905. Et le caractère enfin roi, celui de la transformation, mais s'appliquant à toute chose, à toute situation, aux 10 000 êtres, diraient nos amis chinois, c'est-à-dire à l'ensemble de l'univers. Transformation qui peut être celle d'un individu, d'une nation, aussi bien dans l'effort que l'on applique au bon gouvernement que dans la formation des hommes et des femmes ayant société entre eux. Philosophia, enfin, permet de conclure ce tour d'horizon trop succinct pour ne pas être caricatural, mais qui permet de pointer une direction à suivre. Pour comprendre ce qui s'est joué en 2018 dans les écoles chinoises de Pékin, de Shanghai, du Jiangsu et du Zhejiang, là où l'étymologie grecque oriente d'emblée vers l'amour, la dilection de la sagesse, philein, sophia, la langue chinoise désigne non pas un affect, mais de manière plus industrieuse et pragmatique, l'étude de la sagesse, c'est-à-dire l'étude de la production des sages de l'Antiquité, des lettrés, de ces recueils d'aphorismes, susceptibles de produire une transformation, d'inculquer les rites, un savoir-vivre, la piété filiale et, dans les faits, disons-le, de civiliser. Cette dimension morale permet de comprendre l'entrelac de traditions qui préside, sinon précède, la construction du système d'éducation chinois. Lorsque l'on travaille par exemple les concepts d'imaginaire, tout le système chinois est pétri de ces références confucéennes. Les analectes s'ouvrent de manière tout à fait symptomatique sur cette catégorie didactique de l'étude, bientôt suivie de considérations sur l'homme, dans une deuxième section, sur les rites et la vertu d'humanité que citait à juste titre M. Cheminade. Le classique de la piété filiale, autre œuvre canonique de la période des royaumes combattants, pose cet écheveau que dévidera ensuite l'ensemble de la philosophie chinoise pendant des siècles. Et je cite, « La piété filiale commence avec le devoir envers les parents. Elle continue en son mi-temps par les devoirs envers le prince. Elle s'achève par l'établissement de la réputation. » Ces concepts constituent une forme d'orthodoxie morale qui continue d'irriguer l'imaginaire et la pensée chinoise bien au-delà du moment circonstanciel de leur production. Et donc, sans qu'il soit besoin de sonder plus longuement les périodes pré-impériales, qui viennent marquer toutefois un grand moment de foisonnement pour la pensée chinoise, et un moment également de fécondité pour la production philosophique, notons cependant que le souci de créer les conditions d'un développement moral et intellectuel dépassant le seul cadre des élites se manifeste encore avec le néo-confucianisme qui fleurit sous la dynastie des Song du Sud, aux alentours du XIIe siècle. Certes,
Nous aurions pu dire un mot de la grande étude, du Taxue, du Mencius et de ses 4 principes primordiaux, de la culture de soi, des 100 écoles. Mais il se joue avec le néo-confucianisme quelque chose de plus singulier encore. Je songe notamment à Zhu Xi, un personnage éminemment important pour comprendre la Chine moderne comme contemporaine, et qui intervint comme commentateur, compilateur, vulgarisateur, avec un premier manuel en 1187, le Xiaoxue Tizhu, un manuel d'éducation élémentaire donc, conçu à partir du classique des rites et du livre des Ran postérieurs. À ce moment de notre réflexion, il semble opportun d'effectuer une halte réflexive, de poser un premier jalon. Assez opportunément, reprenons où nous l'avions laissé ce point de départ, les données de l'enquête PISA, publiée au mois de décembre 2019. Comment comprendre, compte tenu de la proximité chronologique de cette enquête, une telle extension, une telle ouverture de l'arc chronologique, l'ouverture d'une parenthèse étymologique ? Eh bien, essentiellement parce que ce détour était nécessaire pour comprendre qu'avant de parler de réforme, les Chinois ont essentiellement recouru à les utopies, au champ lexical de la résurrection, de la renaissance, du réveil. Ainsi, ce mot de l'homme politique de la fin de la dynastie Qing, Zhang Zedong, qui parlera à tout locuteur chinois, annonçant de manière programmatique cette volonté de syncrétisme chère à la Chine, une problématique qui sera aussi celle de l'enseignement. Zhongxue Weiji, Xixue Weiyong, les enseignements de la Chine comme fondement constitutif, ceux de l'Occident comme pratique fonctionnelle. Durant toute cette période, lorsqu'il s'agit de pacifier les Taiping, on a recours à Zhu Xi, et c'est à Zhu Xi que l'on se réfère. Lorsque, durant le mouvement de la vie nouvelle, en 1934, se pose la question d'une citoyenneté chinoise à définir et à élaborer comme concept moderne, le modèle européen est certes présent, mais toujours en regard de la pensée de Zhu Xi, des 4 vertus cardinales de Mencius et d'autres penseurs confucéens de la dynastie Ming, tels que Wang Yangming. Et donc, que constate-t-on ? Eh bien, que cette culture, cette orthodoxie morale, matinée de règles de savoir-vivre, de rites, d'une structuration sociale, continue de jouer un rôle dans l'implication et la place de l'enseignant, le rôle de l'élève face à ses pairs, l'importance de la distinction héritée d'une habitude de la sélection et des concours mandarinaux, mais qui n'arrasse pas ici la nécessité de la solidarité entre les individus d'une même classe d'âge, comprise, interprétée comme une responsabilité. Ainsi, 2 mois avant la visite du président Xi Jinping à l'université d'Astana pour son célèbre discours sur l'initiative Une ceinture, une route, remobilisant le souvenir et l'image de ces caravansérails et des oasis de Turfan, entrait en vigueur en juillet 2013 une loi sur la piété filiale et sur la protection des personnes vulnérables. Au même moment où les 24 anciennes piétés filiales, mettant en scène de manière pittoresque des familles du Second Empire chinois, étaient remises au goût du jour, diffusées et mobilisées comme méthode d'enseignement et de réflexion. D'aucuns se souviennent sans doute également de cette ligne de fond énoncée en 1958 au moment du grand bond en avant, invitant la Chine à marcher sur 2 jambes, une expression qui a depuis fait florès au-delà même de la parole de Mao Zedong et qui correspond peu ou prou à cette problématique que s'est posée durablement la Chine, au moins à compter de la seconde moitié du XIXe siècle. Marcher sur 2 jambes, outre le développement conjoint des secteurs primaires et secondaires à partir de 1958, renvoie par la suite à l'articulation d'une occidentalisation, vecteur de développement et d'ouverture à l'économie de marché, et d'un maintien de ce qui fait le creuset de la pensée chinoise, telle qu'elle s'est écrite, redéfinie, réinventée. C'est cette même idée que l'on retrouve partiellement dans le système à double voie de Deng Xiaoping, dans l'encouragement d'une dynamisation de l'initiative privée au-delà des quotas inhérents à la planification économique. Cette extériorité de la Chine, et non cette altérité, à plus forte raison lorsque l'on mesure tout le travail de syncrétisme effectué depuis au moins 4 décennies, nous permettent aujourd'hui de penser les questions d'éducation, la Chine ayant récemment été mise à l'honneur avec la publication des résultats de la dernière enquête PISA au cours des premières journées de décembre 2019. Des tendances de fond semblent s'y maintenir et s'y confirmer. La France est marquée par une stagnation, sinon un recul dans les indicateurs internationaux, avec des résultats en berne la plaçant en 23e position dans la moyenne intermédiaire plutôt basse des pays de l'OCDE. Sans développer trop avant le contenu de ces examens, ces derniers présentent essentiellement une nature tripartite, lecture, mathématiques, sciences, ponctuées encore d'un questionnaire sociologique, qui tendent à en organiser le canevas. Dans le sillage de ces évaluations triennales,
Une relative constante s'est ainsi instaurée depuis le lancement de cet indicateur international à l'orée de l'année 2000. La France, dès la 3e édition, affichait une place de 20e qui inspira au monde ce titre, le lendemain de la publication des résultats au matin du 4 décembre 2007, la paralysie du système éducatif français. En comparaison de la seconde édition, en 2003, la France avait en effet perdu 9 places. Bien que ces disparités, ces écarts constatés depuis maintenant 2 décennies révèlent et relèvent au moins partiellement de spécificités nationales, que nous pourrons préciser, que la conception des échantillons, la forme des examens apportent un éclairage sujet à caution sur le caractère définitif de ces résultats, force est de reconnaître que seul un esprit particulièrement chagrin saurait se satisfaire et s'arrêter à cette analyse. Cette enquête marque surtout, et c'est un second point, l'excellent résultat de la Chine qui occupe désormais la première place, avec 4 provinces, certes parmi les plus dynamiques, les plus soucieuses des questions d'éducation, mais néanmoins incontestablement au fait du palmarès. Plus que la différence relative et les aléas de la hiérarchie, ces indicateurs nous apportent en outre des enseignements sensiblement plus féconds. Tout d'abord, il existe un écart bien plus important entre la Chine et la France à 20 places de différence, soit 62 points, qu'il n'en existe entre la France et la Turquie, qui ont également 20 places d'écart, mais pour 27 points d'écart. La différence relative ne coïncide donc pas avec un écart dans l'absolu. Un autre élément central est la perte de sens, sinon la recherche d'un autre sens, sans doute formulé de manière indicielle. Ainsi, seuls 43 des élèves français estiment être aidés et soutenus par leurs enseignants, loin derrière la moyenne des pays de l'OCDE, évaluée à 64%. Je crois que ce sont ces résultats, tout particulièrement, en plus des inégalités constatées dans une même classe d'âge, qui doivent retenir notre attention. Et lorsque l'on commence à s'intéresser aux résultats de l'étude en profondeur, le chiffre qui devrait, à mon sens, susciter le plus de débats est la proportion d'élèves s'étant révélée très performants dans au moins l'une des 3 épreuves et inversement, la propension de ceux ayant rencontré les plus grandes difficultés dans les 3 épreuves. Nous sommes aux alentours pour les élèves ayant surperformé de 15,9% en France et pour ceux ayant sous-performé de 12,5%, plus ou moins dans la moyenne des autres pays de l'OCDE, mais pour la Chine, nous sommes à 49,3% pour les élèves ayant surperformé et seulement 1% pour les élèves ayant sous-performé dans les 3 épreuves. Une fois posés ces principes, en l'état plus quantitatif que réellement analytique, il nous appartient d'en méditer et d'en extraire les premiers constats. En premier lieu, la scolarité chinoise est plus sujette à une articulation de rites de passage réels, vécus et pensés comme tels, en raison des stratégies, des mobilités que ces examens appellent, des périodes de séparation et de réintégration à un corps social nouveau, en raison de tout l'univers référentiel auquel ils renvoient, en s'intégrant dans les 4 grands bonheurs antiques, l'ondée après la sécheresse, veuillez m'excuser pour la dimension triviale de ce premier renvoi, l'ami rencontré à l'étranger, le mariage et la réussite aux examens mandarinaux. Et ces examens occupent donc pleinement cette fonction rituelle. Ainsi, les réformes successives de l'éducation en Chine, le règlement impérial sur la scolarité en 1903, qui précède de 2 années la suppression définitive des examens mandarinaux, l'introduction du système de l'examen national d'accès à l'enseignement supérieur au début des années 50 avec le Gaokao, ne font nullement table rase de l'importance symbolique accordée à l'examen, au même titre que dans d'autres espaces géographiques, le premier emploi, une année passée à l'étranger, qui peuvent également occuper cette fonction rituelle. Si l'on y songe, nous nous sommes peu à peu départis de cette dimension rituelle au sein de l'éducation nationale, ainsi que dans l'enseignement supérieur partiellement. Le brevet des collèges ne mobilise aucune fonction déterminante, ne mobilise pas celle de présider à l'entrée au lycée, comme c'est notamment le cas toujours en Chine avec le Zhongkao. De même, l'émiettement décentralisé du baccalauréat tend à en faire un passage amoindri dans sa fonction symbolique. En France, la sélection opère ailleurs, dans la préparation des concours de la rue d'Ulm, d'HEC, des grandes écoles, voire en amont dans les établissements d'excellence dont la priorité est depuis longtemps la préparation à ces étapes de la vie universitaire. J'ai le souvenir, au moment de préparer les candidats à l'entretien de Campus France à Pékin, des questions sur le Gaokao, passage obligé s'il en est, auxquelles les impétrants d'ailleurs se prêtaient tout à fait volontiers, preuve que même des années plus tard, cet examen demeurait un marqueur référentiel. Un autre élément essentiel demeure la structuration des classes et la répartition des rôles, avec des effectifs certes plus nombreux, mais que vient d'emblée contrebalancer une présence presque continue des enseignants au sein des établissements. Les heures en présentiel secondent ainsi l'enseignement effectif, à hauteur de 40 à 45 heures hebdomadaires, voire parfois dans certaines situations et configurations 60 heures.
Outre le port de l'uniforme, la levée du drapeau quotidienne ou hebdomadaire, les pratiques corporelles, sportives, rituelles, quelquefois à visée thérapeutique, je pense au massage personnel que les étudiants et les élèves chinois sont invités à se prodiguer, également à des méthodes de Qigong. Outre la définition de responsables et d'auxiliaires de classe qui viennent assister l'enseignant, non seulement dans une fonction de discipline, mais également une fonction d'entraide et de solidarité. Outre l'expression d'un patriotisme certes prégnant, mais circonscrit essentiellement autour de l'acquisition d'une conscience citoyenne, l'école est et demeure un enjeu en deçà et au-delà de la salle de classe. Avec la disparition au tournant des années 90 de la portée sélective du premier examen, le Xiaokao, qui présidait à l'entrée au collège, les établissements accordent une importance toute particulière aux activités périscolaires. Les élèves des écoles primaires à Nanting ont ainsi en moyenne 7 heures d'activités périscolaires hebdomadaires. Shanghai, qui également avait été consacré au cours de l'édition 2012 de l'enquête PISA, affiche un taux record de temps consacré aux exercices individuels et aux révisions personnelles, à raison de près de 15 heures hebdomadaires, soit près du double de la moyenne des autres pays de l'OCDE, qui tourne autour de 7,8. Et ceci, nonobstant une charge de cours et un volume horaire tout à fait respectable et dans la moyenne des pays de l'OCDE, qui est de 28,2 heures. Donc finalement, il faut aussi évoquer, même succinctement, le fait qu'il n'y a, en dépit de disparités sociales, pas non plus de politiques qui tendent à écarter les populations les plus pauvres, puisque des soutiens gratuits sont également organisés dans un grand nombre de villes chaque samedi matin. De même, les résultats aux examens apparaissent souvent en fond de classe. C'est-à-dire qu'un système que les étudiants français découvrent généralement, pour ceux qui choisissent ces filières sélectives, au moment de l'entrée en CPGE, en classe prépa, eh bien, ces systèmes sont tout à fait monnaie courante pour les écoliers chinois. À la fois, cette excellence s'accompagne toujours de l'intuition, de la contiguïté, de la proximité d'un univers moral voisin, celui de ces lettrés, des aphorismes, des proverbes, des poèmes appris précocement par cœur, et louant la vertu morale pour avoir, par exemple... Oui, je vais conclure. Pour avoir par exemple comme candidat parfois renoncé au bénéfice de certains concours afin d'attendre certains candidats et certains condisciples moins talentueux qui s'y étaient également présentés. Donc pour conclure rapidement, l'idée d'altérité cultive toujours l'image d'Épinal du miroir inversé, prolongeant incidemment les supposés orientalistes des premiers dialogues avec la Chine. L'extériorité, à l'inverse, offre donc les conditions de la rencontre, l'intelligence de l'intuition créatrice, celle notamment que révèle Han Sheng dans son étude sur la pensée en Chine aujourd'hui, en rapprochant les valeurs asiatiques au regain du confucianisme, entendu comme la proposition d'une autre modernité, centrée non sur la seule expression des droits individuels, mais également sur celle des devoirs collectifs. Dans la simple altérité, la Chine, cet autre miroir de l'Occident, nous apparaît toujours un construit, soliloquent plus que dialoguant, prolongeant les mêmes catégories, souvent incertaines, et justifiant in fine toute la fascination et le rejet que semble de proche en proche susciter le monde chinois. Un monde qui attire et qui inquiète, mais dont on ne s'ingénie que trop rarement à sonder l'intelligence pratique, la créativité des concepts ou la validité des utopies. L'extériorité offre ainsi de plus fécondes possibilités d'analyse en devenant ce détour par lequel la pensée se confronte à un espace indépendant et se découvre elle-même en retour dans ses automatismes comme dans ses impensés. L'expérience humaine, dès lors qu'elle s'affranchit des apports empiriques du passé et des autres cultures, est par essence fragmentaire et incomplète. De la même manière, la sagesse créatrice ne saurait être circonscrite ni s'attacher géographiquement à un espace donné, à une unique manière de dire, de conceptualiser, de penser, d'écrire, de peindre ou de cultiver en soi la recherche de l'excellence humaine. Précisément, l'appréhension de cette sagesse créatrice semble vouée à l'incomplétude dès lors qu'elle fait l'économie de cette compréhension et de cette écoute du monde chinois, de ses possibles et de ses horizons, de son creuset conceptuel et scientifique, des paradigmes culturels mondiaux, enfin, dont elle est depuis maintenant 7 ans à l'initiative. Je vous remercie pour votre attention.